Louis Dauphren, on va parler du Mercosur si on veut prendre l'accent. On ira aux États-Unis, on a des spécialistes autour de la table pour parler d'Elon Musk. Et puis on parlera d'appel à la grève en France avec un hiver social qui s'annonce. C'est le programme de ce débat du jour. Oui, pas très réjouissant tout ça quand on regarde les choses. On va essayer de trouver un peu de sources d'espérance. Mais oui, il y en a. Déjà le fait qu'Elon Musk ait été nommé à un poste. Alors il y a une idylle Trump-Musk dont on parlera avec Denis Jocquet qui vit aux États-Unis et qui suit l'actualité américaine, Antoine Fenech également. On verra ce que cela peut signifier aussi pour nous en termes de remise en cause. Vous savez, on parle de clause miroir, parce qu'il y a un effet miroir. Est-ce qu'on pourrait avoir le même duo en France? Ce serait étonnant. Qui serait le Elon Musk? Sait-on jamais? On posera la question. Voilà. Mais tout à l'heure, à partir de 9h30. Et puis le Mercosur, donc c'est évidemment le sujet du moment avec les agriculteurs qui se mobilisent. On l'entendait tout à l'heure sur notre antenne. Et on verra ce que cela signifie, cette mobilisation, et puis les raisons de se mobiliser. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans la mondialisation et l'ouverture à tout vent de l'espace européen, est-ce qu'il y a des raisons de se mobiliser? Il y en a, manifestement. Et puis, est-ce qu'il y a des raisons aussi de vouloir se rapprocher de certaines zones du monde et d'avoir une influence? Parce que tous les secteurs ne sont pas concernés. Tous les secteurs ne sont pas concernés de la même manière. L'industrie automobile, par exemple, n'a pas les mêmes obligations, les mêmes contraintes que l'agriculture et les mêmes intérêts. Et puis, on parlera de l'hiver social en France. Oui, c'est le troisième point. La grève, évidemment. Alors, vous pouvez réagir à cette émission en direct. direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com pour vos réactions, relancer nos invités, participer à cette conversation qui dure jusqu'à 10h. Louis Dauphren, on part du côté de l'Amérique latine. Et oui, Emmanuel Macron qui a affirmé au G20 à Rio que la France n'était pas isolée dans son opposition en l'état à l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, estimant que plusieurs pays la rejoignent. On parle de l'Italie notamment, mais il y en a d'autres. Alors peut-être que les intérêts des Européens sont aussi divergents et on va poser la question à nos chroniqueurs. Et puis il y a cette mobilisation, donc cette surenchère peut-être dans le monde agricole, alors que vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, il y a les élections dans les chambres d'agriculture qui organisent en quelque sorte une rivalité peut-être entre les syndicats qui leur donnent l'occasion de s'exprimer. Le Mercosur, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut essayer de décrypter la chose et puis de voir quelles sont les incidences sur le marché européen, agricole en particulier? Denis Jocquet, comment voyez-vous la chose des États-Unis? Bon, alors, il faut savoir que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord sont un destin qui est croisé au-delà des problèmes de l'immigration, de savoir si je construis un mur ou pas un mur, par qui il est financé. En fait, c'est une porosité permanente dans tous les... On pense souvent que la Chine, l'Asie, est le principal fournisseur des États-Unis en matière technologique. En réalité, aujourd'hui, c'est le Mexique. C'est-à-dire que la plus grande production qui existe de produits technologiques de façon globale, elle vient du Mexique. Soit parce que c'est des sociétés américaines qui sont délocalisées au Mexique, c'est le pays d'à côté, d'ailleurs, on le voit tous les jours. Et puis de l'autre côté, parce que simplement aussi beaucoup d'entreprises chinoises, comme elles savent le faire régulièrement, ont fini par s'installer au Mexique pour venir et profiter de ce marché pour passer leurs produits. Alors ça, du coup, c'est un des premiers angles qu'on peut prendre sur ce type de débat, c'est que justement, c'est souvent un endroit où s'engouffrent des acteurs à bas prix pour dire non, mais on est européen, ou on est mercosurien, ou on est etc. Et qui permet finalement de mettre un pied, puis un deuxième pied, puis etc. dans le marché. Donc ça, c'est... Ça veut dire que les Chinois pourraient produire au Brésil et nous vendre mais complètement, les produits chinois. D'ailleurs, ils y pensent très fortement. Parce que le Mercosur, c'est un peu vague pour les Européens peut-être. Vous n'êtes pas loin, donc vous savez, mais... Alors en fait, le Mercosur, c'est une alliance économique, c'est une zone de libre-échange qui a lieu en fait en Amérique du Sud. Vous avez plusieurs pays fondateurs, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay. Et c'est une alliance économique comme l'ASEAN en Asie, comme l'Union européenne à la base en Europe, et l'ALENA en Amérique du Nord, avec le Canada, les États-Unis. Tout simplement, on a l'habitude de commercer normalement avec les grandes zones économiques dans le monde. Donc on a l'air de découvrir en fait quelque chose qui existe depuis longtemps. Il n'y a pas... En fait, la cristallisation, elle se fait sur l'agriculture, parce que la problématique principale aujourd'hui, si vous regardez dans les rues, si vous regardez dans les débats, on ne parle pas beaucoup d'automobile, et pourtant, on pourrait en parler assez largement. Et ça profite plutôt au secteur automobile européen. Oui, aujourd'hui, 20% du chiffre d'affaires de Renault se fait au Brésil. Et aujourd'hui, quand Luca Di Meo est venu pour restructurer Renault plutôt brillamment jusqu'ici, en fait, il a dit, mais... On a abandonné tous les pays émergents depuis 30 ans. Enfin, moi, je suis très proche de Sénat. Mais pourquoi vous n'allez plus en Afrique? Pourquoi vous avez abandonné tous ces pays? Et aujourd'hui, il dit c'est à partir de l'expérience du Brésil et de l'Amérique du Sud qu'on va apprendre à revenir sur les pays émergents et surtout à apprendre à comment on fait pour adresser un pays émergent, ce que
les Asiatiques, de façon globale, pas que les Chinois, ont très bien fait. Si vous allez régulièrement en Afrique, la marque principale, à part Peugeot et Renault, c'est vraiment des marques coréennes, japonaises, etc. Parce que quand on parle en ce moment des accords avec le Mercosur, on n'est pas agriculture contre agriculture, on n'est pas sur des échanges comparables en fait. C'est des importations agricoles contre des échanges de voitures par exemple. Ouais. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que nos échanges ne se correspondent pas, quoi. En fait, on voit bien les distorsions de ce qui se passe au sein même de l'Union européenne. On a d'un côté une Allemagne qui souhaite vraiment que cet accord soit réalisé, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, parce qu'elle a un enjeu d'industrie. L'Allemagne est encore un pays à forte industrie, presque 30% de son industrie par rapport à 17% en France, et donc elle a des enjeux économiques forts, sachant que les voitures, l'automobile allemande, les moteurs thermiques devraient, en tout cas la législation européenne, mettre fin d'ici 2030. Donc si vous voulez, l'Allemagne a tout intérêt à signer cet accord pour exporter ses véhicules thermiques en Amérique du Sud, sachant que Pékin et la Chine est en train de convoiter ce marché. Donc elle se dit, il ne faut pas que je laisse passer cet accord, sachant que ça fait déjà presque 30 ans qu'on essaye de négocier, que l'Union européenne essaye de mettre en place cet accord qui pourrait rapporter à peu près 45 milliards d'euros. Mais quand on regarde la situation, là où il y a des distorsions au sein même de l'Union européenne, c'est que la France, elle, n'a pas intérêt justement à faire cet accord parce qu'il y a ces agriculteurs, l'agriculture française, qui voit se profiler une concurrence déloyale avec de l'importation de produits agricoles, avec des OGM, des pesticides. Tout ça, ce sont des normes qui sont interdites en Europe. Et on demande aux agriculteurs français de faire des efforts sur leur production vertueuse, respectueuse de la planète, agriculture raisonnée. Et de l'autre côté, on leur dit, voilà, on va faire rentrer, au nom d'une Union européenne performante économiquement, tous ces OGM. Et bon, moi, je comprends la colère des agriculteurs. C'est leur demander des efforts, et alors qu'en face, finalement, vous avez une viande moins chère, moins qualitative et moins respectueuse de l'environnement, avec déforestation en Amérique du Sud, etc. Bien sûr. Mais la difficulté du débat, c'est qu'en fait, on oppose un raisonnement politique à un raisonnement économique. C'est-à-dire que globalement, c'est un problème économique, mais on sait l'attachement de la France à l'agriculture et on sait l'attachement des Français aux agriculteurs. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si tu signes un accord qui globalement est positif pour tous, mais qui est défavorable aux agriculteurs, en fait, dans les sondages, c'est une défaite politique majeure. Donc du coup, les arguments sont très compliqués parce qu'on n'est pas non plus dans le même terrain de jeu. Donc on est dans deux terrains de jeu très différents. Et forcément, la plupart, quand vous pourrez passer la Hollande, etc., qui sont très favorables, c'est des pays qui ont industrialisé l'agriculture. Aujourd'hui, la rose que vous achetez dans la rue, elle vient principalement toujours de Hollande parce qu'ils ont su faire des produits très vite, à bas coût, dans des serres, parce que c'est un petit pays très organisé. Donc, ce n'est pas leur problème majeur. Voilà. Donc, en fait, c'est très compliqué. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué en écoutant les débats, et notamment depuis les États-Unis, où on entend plutôt les voix d'Amérique du Sud qui s'expriment, c'est l'extrême solidarité entre les petits. Et en fait, les petits au Brésil, les petits en Argentine ou ailleurs, vous dire, mais en fait, nous, on est solidaires avec les paysans français. Parce que nous, les petits, on sera les victimes de l'accord. En gros, les gros exploitants qui peuvent faire de l'industrialisation, qui bourrent de pesticides, de produits, qui se foutent des normes parce qu'ils sont très puissants et qu'ils arrivent à corrompre les États, avec une corruption qui est quand même assez extrêmement importante, ils vont passer tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on sera perdants aussi. Donc en réalité, nous, petits Brésiliens et nous, petits Français, en fait, on est unis dans le même combat. Et on ne veut pas de cet accord, parce que cet accord, il va définitivement nous annihiler. Et c'est des gens qui ont souvent une agriculture plus respectueuse, qui font vivre des communautés, des petites communautés, des villages, tout ce qui disparaît dans le monde et qui font les élections populistes aujourd'hui. Donc il faut faire très attention les bénéfices économiques, mais aussi aux bénéfices sociétaux. Brésil-France, même combat. Antoine Fenech. Oui, mais je rajoute une chose, c'est ce qui est étonnant, c'est de voir Emmanuel Macron qui, en 2019, s'était déjà opposé à la ratification de cet accord. Et là, on voit aujourd'hui que les négociations reviennent sur la table. Donc, quel message on envoie aux agriculteurs? On leur dit, non, vous inquiétez pas, on ne va pas le signer. Et 4 ans plus tard, on le remet sur la place avec l'Allemagne qui pousse pour pouvoir signer cet accord. Et là, on voit il y a une déclaration d'Emmanuel Macron où il dit, avec ambiguïté, oui, je ne signerai pas cet accord en l'état.
mais en l'état, ça veut dire qu'il ouvre... Qu'est-ce que ça veut dire, justement ? Voilà, il ouvre la possibilité de le signer. Donc, il y a toujours cette ambivalence entre on va aider le couple franco-allemand, mais de l'autre côté, on va peut-être spoiler nos agriculteurs. Et ce qui est dommage, il faut être ferme, il faut dire on ne veut pas de cet accord. Là, il y a quelque chose de positif qui s'est passé ce matin. Il y a le président Macron qui a exprimé donc au président Lula, brésilien, son souhait de revoir l'accord et peut-être le retravailler en profondeur. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne serait pas inintéressant de consulter les Européens. Pourquoi pas faire un référendum, consulter le peuple. À l'échelle européenne ? Bien sûr. À l'échelle européenne, parce que vous voyez qu'il y a des distorsions dans toute l'Union européenne. Vous avez la Pologne, l'Autriche qui seraient plutôt favorables avec la France contre cet accord. Et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne et d'autres pays qui souhaiteraient le signer. Pourquoi pas sans s'en remettre au peuple ? Sinon, ça n'avancera pas. L'idée, en fait, c'est que l'Europe n'arrive pas à s'entendre sur des intérêts qui lui sont communs, quand même. Oui. Denis Jacquet, par rapport... Est-ce que les États-Unis réagiraient de la même manière ? Non, mais... En fait, on part du principe que l'Europe existe. Elle existe juridiquement, mais on voit bien qu'il n'y a pas un endroit où ça fonctionne. Il n'y a pas un endroit où on arrive à avoir l'unanimité sur un sujet. Mais ce serait fédéral. Est-ce que ça existerait davantage ? L'avantage du fédéral, c'est qu'à un moment donné, il y a un président qui décide pour le fédéral. Après, les gouverneurs, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et aujourd'hui, on a fait une Europe qui est fédérale, mais sans les pouvoirs du fédéralisme américain. C'est-à-dire que le président américain, c'est en fait un faux puissant ou un vrai impuissant, parce qu'en réalité, les gouverneurs ont une puissance énorme. Enfin, je ne sais pas, si vous prenez le Texas, vous prenez la Floride, où je vivais il y a encore quelques mois, on l'a vu pendant le Covid. Il y avait les États républicains confinaient pas, tous les autres confinaient. Donc en fait, le président, il avait beau dire ce qu'il voulait, il pouvait crier sur les antennes. Moi, j'avais décidé de pas confiner, je ne confine pas. Moi, j'avais décidé de confiner, je confine. Donc du coup, c'est un équilibre des pouvoirs qui est quand même beaucoup plus puissant parce qu'on a remis à l'Europe très peu de pouvoir en réalité. Donc sur les sujets majeurs, pourquoi on la consulte pas ? Parce qu'elle peut pas parler d'une seule voix, parce qu'il n'y a pas d'accord derrière qui permette de solidifier sa voix. Donc, du coup, on constate une fois plus que ce fameux couple allemand, sur tous les sujets, les Allemands, si vous avez envie d'avoir un très grand ennemi sur le nucléaire, qui a ruiné le nucléaire, qui continue à faire rouler ses voitures électriques avec du charbon, c'est aujourd'hui l'Allemagne. Je veux dire, quand vous avez des amis comme ça, vous n'avez plus besoin d'ennemis. Donc, en réalité, l'Europe, ça ne fonctionne pas. C'est totalement... Donc, du coup, ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a des intérêts divergents. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une règle à majorité et que cet accord pourrait être signé malgré la voix contradictoire de la France, de l'Italie ou même de la Pologne et de l'Autriche. Parce que si c'est signé à la majorité, c'est signé à la majorité. Référendum, vous seriez d'accord, vous ? Ça serait un moyen de surmonter les blocages européens ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il est vraiment temps de ne plus donner la parole aux politiques, mais de redonner la parole aux gens. Ou votation, comme en Suisse. Le problème, c'est que je vous rappelle quand même un truc qui s'appelait Maastricht, pour lequel les gens ont voté contre et qu'on a fini quand même par leur refourguer. Donc moi, j'ai rien contre l'Europe. Au contraire, c'était une construction magnifique. Elle a juste été dévoyée. La Constitution européenne, on a voté contre. Mais Maastricht est passé. En 92, c'est passé de voilà. peu. Donc intellectuellement, le référendum me plaît bien et je suis d'accord avec lui. Mais le problème, c'est qu'après, de toute façon, ils arrivent toujours à vous réimposer un truc contre lequel vous vous êtes posé. Évidemment, il faut jouer le jeu. Est-ce qu'on aurait vraiment la même force de manière individuelle ? Enfin, je veux dire, l'Europe, ça nous permet d'exister quand même et de faire le poids face à d'énormes blocs. Enfin, je pense que face aux États-Unis, la France toute seule, elle n'existe pas, quoi. Et Antoine Fenech. C'est très compliqué, mais moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est de se dire, aujourd'hui, Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, doit faire un effort, vraiment. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les moteurs thermiques, les voitures à moteur thermique devront s'arrêter d'ici 2030. C'est ce que l'Union européenne a voté. C'est 2030 ou 35 ? Dans les années 2030, 2035. 2030, c'est vraiment demain. Ça va être dur à mettre en place, je suis d'accord. Cependant, quand vous regardez la législation européenne, on a augmenté les droits de douane pour les véhicules électriques chinois importés en Europe. Pourquoi ? Pour pouvoir mettre notre économie des voitures électriques compétitive. Donc il faut que l'Allemagne comprenne que de toute manière, à longue échéance, son industrie à moteur thermique ne pourra pas perdurer. Donc si elle continue juste pour faire des marchés avec l'Amérique du Sud, ce ne sera pas une solution pour elle non plus à long terme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une réindustrialisation sur l'électricité, sur les batteries électriques dans le nord de la France et partout dans le nord de l'Europe. Et on mise sur ça massivement aujourd'hui. Donc il faut comprendre que c'est l'enjeu de demain. Les batteries électriques, les énergies propres. Donc à un moment donné, l'Allemagne doit faire cet effort-là. On a mis en place des douanes contre la Chine et il faut aller au bout de ça.
et avoir une politique commune, parce qu'avec les distorsions qui se passent au sein même de l'Europe, ça affaiblit finalement nos différentes voix. Il y a aussi un élément que je voudrais vous faire partager, c'est qu'il y a peut-être aussi une lassitude de l'opinion, même si l'opinion est globalement très favorable à la cause des agriculteurs. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, on se souvient des manifestations contre le GATT, l'ancêtre de l'OMC, hein, des manifestations monumentales à Paris, et puis des manifestations d'agriculteurs, il y en a de manière, on ne va pas repasser tout le film, mais il y en a, c'est très récurrent. Et finalement, c'est toujours un petit peu la même musique que l'on entend, avec les mêmes blocages que l'on entend. Et la classe politique semble regarder ça de manière un peu lointaine et les laisser un petit peu seuls, ces agriculteurs. Par exemple, ça pourrait être l'occasion de fédérer le monde agricole et le monde de l'écologie sur un certain nombre de thématiques. Mais là aussi, il n'y a pas de convergence des luttes, diraient certains. Il n'y a pas tellement de réaction du monde politique et on est solidaire d'une manifestation qui reste isolée. Mais moi, Denis Jacquet, Antoine Fenech. En fait, moi, je comprends les agriculteurs. En fait, la France, c'est un pays de paysans à l'origine. C'est un pays où les agriculteurs nous nourrissent. C'est un pays où on a une agriculture très importante. On avait 5 millions, on avait 2,5 millions d'agriculteurs dans les années 50. Aujourd'hui, on n'en a plus que 500 000. Ils ont beaucoup de difficultés à vivre. C'est un travail très difficile, harassant, et ils ne s'arrêtent jamais. Il faut les respecter et il faut les encourager parce que c'est eux qui nous nourrissent tous les jours et d'une manière très qualitative. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux une image qui m'a vraiment fendu le cœur. Quand j'ai vu ce SOS lumineux des agriculteurs avec des tracteurs, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage qu'on ne les aide pas, qu'on en vienne même à cette extrémité-là. Voilà, exactement. C'est comment un pays qui se dit État-providence, où l'État cajole un petit peu tout le monde, comment laisse-t-il faire ça d'une certaine façon? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui s'accumulent. Le premier, c'est que la FNSEA et son dirigeant sont des gens de grandes exploitations. C'est des gens qui ont réussi, qui ont su produire massivement, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne voient pas le même problème que le paysan de Basse-Normandie, là où moi je suis né, où c'est toujours des petites exploitations minuscules, où les gars bossent 7 sur 7. Et moi, quand j'étais disjockey dans ma ville pendant mes études et que je sortais à 4 heures du matin, eux, ils étaient sur leur tracteur. Moi, je chancelais dans ma voiture pour aller jusqu'à chez moi. Eux, ils bossent, quoi. Mais vous ne conduisiez pas, vous étiez à l'arrière. Et ces gens-là qui, maintenant, puisque c'était il y a plus de 30 ans, j'ose même pas le dire, aujourd'hui, eux, ils ont 600 balles par mois pour vivre. Ouais. Bon. Et donc, avec un taux de suicide hallucinant. Donc, il y a une dichotomie entre ceux qui ont pris le virage de l'industrialisation, qui peuvent absorber des coûts, qui peuvent absorber des chocs, et puis la majorité qui ne peuvent pas. Quand on leur a dit « Monsieur Attal, j'ai 150 millions à vous donner », ils ont dit « Mais ça fait 1 000 € par personne et par an, vous voulez faire quoi avec ça ?» Et dans la même semaine, on leur a annoncé qu'on donnait 50 milliards à l'Ukraine. Ils ne comprennent pas. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous sur RCF et Radio Notre-Dame. Antoine Fenech et Denis Jacquet. Le débat du jour continue jusqu'à 10h dans quelques instants. Le retour de l'info et puis après on continuera ce débat. On parlera des États-Unis, d'Elon Musk en particulier. Est-ce qu'il existe une personnalité comme celle-ci chez nous? Eh bien, on va en discuter jusqu'à 10h. Le débat du jour continue jusqu'à 10h, toujours avec Antoine Fenech, journaliste chroniqueur, Denis Jacquet, fondateur de Parrainer la croissance. On va partir maintenant du côté des États-Unis d'Amérique. Oui, l'homme le plus riche du monde qui va participer au gouvernement de la première puissance du monde. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous ? Que va-t-il faire? Que peut-il faire? Celui qui est connu pour avoir taillé sans ménage dans les dépenses de ses propres entreprises, Elon Musk donc, est chargé de réduire les dépenses de l'État fédéral. Alors ce n'est pas si simple. Finalement, ça paraît simple comme ça, mais c'est sans doute très compliqué pour lui dans le cadre américain, parce qu'il y a quand même des réticences qui se sont opposées, puis il y a aussi des conflits d'intérêts éventuellement avec la Silicon Valley et le milieu de la tech. Et puis pour nous, qu'est-ce que ça peut signifier comme remise en cause à l'heure où on n'arrive pas à boucler un budget? Est-ce qu'Elon Musk pourrait nous y aider? Vous le voyez à la place de Michel Barnier, Denis Jacquet, Elon Musk? Là, on parle de deux planètes très très éloignées. Une qui voit vraiment l'avenir et l'autre qui regarde ses doigts de pied. Mais enfin, bon, c'est pas Barnier, c'est pas Barnier à lui tout seul. C'est juste la situation à laquelle il s'affronte. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui que c'est la droite qui, avec l'extrême gauche et l'extrême droite, refait une exit tax, on se dit, enfin, quelle planète on vit, quoi. C'est à un moment donné, on a besoin de faire revenir des gens riches, des investisseurs, des innovateurs, dire allez, une petite punition supplémentaire, comme ça va bien doper le pays. Non, mais je pense que c'est intéressant. En fait, il y a deux mondes qui en fait,
on a toujours tendance à dire un entrepreneur qui serait élu à l'Élysée ne peut pas faire un job d'entrepreneur à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que un État, une entreprise, c'est deux choses très différentes. Mais en réalité, si on regarde les choses depuis très longtemps, on a fini par avoir un rapprochement entre les deux. Le premier point commun qui est très fort, c'est le sens du court terme. C'est-à-dire que les deux secteurs ont abandonné tout sens du long terme. Ce qui explique aussi aujourd'hui qu'en Europe, les entreprises, et pas seulement l'État, n'investissent plus dans l'avenir. Donc ça, c'est le premier truc. Pourquoi on décroche aujourd'hui l'Europe ? Parce que nos investissements sont technologiques, pas non technologiques, sont 6 fois inférieurs aux États-Unis et 3 fois inférieurs, 3 fois et demi à la Chine. Donc les deux sont agrippés sur leur trimestre, leurs résultats trimestriels et ont abandonné tout sens du long terme. Bon. La deuxième chose, c'est que l'État, n'en ayant plus les moyens, s'est débarrassé sur les entreprises d'un certain nombre d'obligations sociétales. Il lui dit, l'environnement, finalement, c'est toi qui vas le faire. L'accès aux handicapés, c'est toi qui vas le faire. On a mis même des lieux de prière dans les entreprises. Je veux dire, moi, je crée une boîte. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur religion au pluriel. Mais ce n'est pas à moi, effectivement, de faire... Enfin, la RSE, faut arrêter. C'est un micro-exemple. Non, il ne faut pas arrêter. Mais à un moment donné, on a dit, nous, on ne sait pas faire. On n'arrive plus à éduquer, on n'arrive plus à former. Ah tiens, les entreprises, vous allez former les gens. Mais on a tout déporté. Donc à un moment donné, de plus en plus, on a rapproché les deux plaques tectoniques là, qui se rapprochent, ce qui fait que l'État, ça reste toujours le bien commun, l'entreprise, ça reste quand même unidirectionnel. On est là pour gagner de l'argent, faire des bénéfices, investir et croître. Et finalement, on emploie des gens parce qu'on leur paye un salaire, et puis en contrepartie, on peut aller plus loin. L'État, c'est autre chose. Donc ça reste deux animaux différents. Mais en réalité, à un moment donné, quand on atteint un niveau de gabegie aussi absolu que celui de la France, il y a un moment donné, il faut quand même que quelqu'un vienne un petit peu secouer les coups et le cocotier. Donc cet empilage de structures, cet empilage d'intérêts spécifiques auxquels on a sacrifié pendant des années, cet empilement terrifiant de dépenses inutiles et de mauvaise gestion, à un moment donné, il faut un regard extérieur parce que la révolution, elle ne vient jamais de l'intérieur. Donc je pense la démarche intéressante. Je pense que beaucoup se posent déjà la question de savoir comment on pourrait, et c'est une bonne question déjà de voir que dans le monde, on se dit mais pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas cette démarche aussi d'un entrepreneur qui devient quelque part président des États-Unis et d'un autre entrepreneur qui va être là pour un petit peu nettoyer et faire Léon nettoyeur. Moi, j'ai toujours aimé Jean Reno, en plus il vit à New York, pas très loin de chez moi. Donc du coup, j'adore ça. Et ça ne veut pas dire qu'il va réussir, ça ne veut pas dire que c'est si simple, mais en tout cas, la démarche, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, moi j'ai repris une seule fois une entreprise dans ma vie, la seule façon de rétablir une entreprise, c'est de venir de l'extérieur parce qu'on voit beaucoup mieux les problèmes. Mais est-ce qu'on peut comparer un État à une entreprise ? Est-ce qu'on peut diriger un État comme on dirige une entreprise ? Elon Musk, c'est sans doute un génie dans son entreprise, il a fait de Tesla un fleuron absolument incroyable, mais on ne peut pas gérer un pays comme on gère une entreprise. Alors, moi, je pense que ce serait vraiment une bonne chose pour la France d'avoir un jour quelqu'un comme Elon Musk dans le gouvernement ou proche du gouvernement. Parce que même si, effectivement, entreprise, on peut se poser la question, conflit d'intérêts, mais quand vous regardez Donald Trump, qui était président entre 2016 et 2020, ses affaires n'étaient pas si florissantes que ça. Parce que c'est compliqué d'allier les deux, qu'est-ce qui relève du conflit d'intérêts ou pas. Et finalement, on se dit que c'est très courageux de la part d'un homme d'affaires comme Elon Musk, qui a sa prospérité, et de s'engager en politique comme ça, et avec l'objectif qu'on lui donne, c'est-à-dire d'ici 2026, donc 1 an et demi, on lui demande de réduire le budget américain de 30%. Là, quand vous regardez Michel Barnier, qui doit trouver 60 milliards, et vous voyez tous les blocages, toutes les manifestations, les difficultés des dialogues sociaux, si on devait rapporter l'objectif qui est donné à Elon Musk, à Michel Barnier, ce ne serait pas 60 milliards, ce serait 500 milliards d'euros. Un tiers du budget de l'État français. Donc on se dirait c'est impossible. Mais Elon Musk, lui, il incarne le rêve américain. Il s'est fait tout seul. Il a frôlé la faillite plusieurs fois. C'est un visionnaire. Même si on peut douter du personnage, etc., on est obligé d'admettre que c'est une réussite économique, c'est un entrepreneur à succès. Il a lancé Tesla, il a lancé Neuralink, Starlink, il apporte le réseau de partout dans le monde entier, le réseau téléphonique. Et de l'autre côté, vous avez surtout SpaceX, qui est l'avenir. Ce sera peut-être et sûrement grâce à Elon Musk que l'homme ira sur Mars 10 ans en avance par rapport à la NASA. Donc je pense que ça ferait du bien d'avoir quelqu'un comme lui en France. Je ne sais pas si les Français sont prêts à avoir un homme d'affaires aussi étincelant aux manettes,
mais ce ne serait pas quelque chose de négatif, je pense. Mais et pourquoi Emmanuel Macron, il a tenté un peu ça quand il est arrivé en 2017, en essayant de mettre des personnalités de la société civile à des postes cohérents avec leur parcours. On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné en France, finalement, de faire comme ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas en France? Parce qu'ils sont cannibalisés par le système politique un peu, non? En fait, pour nous je pense qu'on peut sans vexer qui que ce soit à l'antenne ou dans ce studio, dire qu'il y a une détestation assez fondamentale d'Emmanuel Macron. Pour réussir à trouver des supporters, il faut quand même les payer, pratiquement. Donc du coup, aujourd'hui, fondamentalement, on oublie quand même que ces 2 premières années étaient 2 bonnes années. C'est-à-dire qu'il a commencé à réformer et montrer que la France était réformable. Et nous, à cette époque-là, globalement, on dit « Waouh, mais c'est bien, c'est des petites réformes, mais... » il distille dans l'esprit français le fait que la France est réformable, alors que Chirac disait que la France est non réformable. Donc je pense que ça, c'était intéressant. Mais surtout, ce qu'on demande à Musk, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas de diriger le pays, c'est de corriger ses dysfonctionnements. Parce qu'il y a une gabegie, et encore, aux États-Unis, le déficit est monstrueux. On sera en France, alors là, il faudrait 30 Barnier, 400... Mais là, c'est... Une bonne partie de ce que dépensent les États-Unis, ce sont des investissements. Et c'est la grande différence avec nous, c'est que nous, on n'investit pas. Ce sont des dépenses, point. Voilà. Donc du coup, quelqu'un qui arrive d'extérieur, on ne va pas lui demander de diriger le pays, on va lui dire qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner avec moins de monde et moins de coûts. Et après, il y aura un arbitrage politique de certains qui diront, ça, effectivement, ça coûte, mais on va quand même le maintenir parce que politiquement, c'est un sujet, ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, etc. Mais lui, il va venir avec une copie en disant... Et ce que je trouve extraordinaire, parce que moi j'ai rencontré plusieurs de ses proches que je connais vraiment très bien, il me dit, mais ce qui est vraiment fantastique avec Musk, c'est que des gars qui m'ont expliqué qu'ils allaient faire des fusées réutilisables, m'expliquait ce gars qu'il a embauché depuis, j'en ai vu 20. Ouais. Si j'en ai pas vu 20, j'en ai pas vu 40. Le seul qui a réussi, c'est lui. Parce qu'à un moment donné, il a ce génie de déshabiller un process pour le réhabiller, et pourtant il marche. Et il marche fantastiquement bien. Donc c'est ça que Trump lui demande finalement. Et donc ça veut dire, Antoine Fenech, Denis Jacquet, ça veut dire cette idée, ce regard extérieur qui permet de changer la chose, de corriger les dysfonctionnements, ça serait une démarche qu'on pourrait appliquer quand même à un État comme la France. Oui, parce que Elon Musk, par exemple, il voit tout de suite, c'est un chef d'entreprise, il a monté des entreprises, si ça réussit aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Il sait tout de suite ce qui ne va pas, il est pragmatique, il sait où il faut aller. Par exemple, Tesla, il sait qu'il a fallu revoir le processus de production pour l'accélérer, pour enlever le nombre de boulons, pour la chaîne de production, revoir les logiciels. Il a créé le Crew Dragon, donc c'est le vaisseau qui remplace le Soyouz. Donc les Américains sont indépendants de la Russie pour lancer des hommes en orbite basse. Vous avez aussi le Falcon 9, donc la fusée réutilisable, qui permet de diminuer le coût de lancement de $30,000 à $3,000 par kilo envoyé dans l'espace. Et là, avec le Starship, ça pourrait descendre à $200. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui voit tout de suite comment on peut améliorer les choses, comment on peut baisser les coûts, tout en gardant l'efficacité. Un cost killer. On a l'impression que vous êtes un fou amoureux de cette manière de faire. Et pourtant, aux États-Unis, on le constate, quoi. Il y a des énormes inégalités. Il y a vraiment un fossé entre les riches et les pauvres. Est-ce qu'Elon Musk, il a ça en tête dans sa prise de position, dans sa prise en main de l'économie? Alors, Elon Musk d'il y a 4-5 ans et le Elon Musk d'aujourd'hui a quand même changé. D'abord, il s'est investi sur le terrain politique qui n'était pas son terrain d'origine. Lui, c'était PayPal. Et il arrive à Tesla, ça marchotait plus ou moins. Il en fait un succès colossal. Il s'attaque à SpaceX, il réussit. Et tout à coup, il débarque sur le sujet politique. Mais Twitter était une transition intéressante. Il dit, le jour où Jack Dorsey, qui était le fondateur de Twitter, dit d'emblée avec la presse, qu'on va qualifier un petit peu de gauche américaine, on va couper le sifflet à Trump et il va disparaître de Twitter, ça a été pour lui l'acte de trop. C'est-à-dire, à un moment donné, ok, il y a des gens qui ont envie le Capitole, etc., mais tous les jours, on voit des gens hallucinants, de la haine antisémite, de la haine sur tous les terrains, et ils sont toujours là. Et un président, c'est quand même un président, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on lui coupe le sifflet, on le muselle. Il a trouvé ça hallucinant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses qui vont vous éclairer sur Elon Musk. La première, c'est qu'il a juré de mourir pauvre. Donc, du coup, il a organisé, parce que je connais celui qui dirige sa structure, il l'a engueulé il y a 3 semaines en lui disant « Tu ne dépenses pas assez vite mon argent ». Donc, du coup, il a dit « Le jour où j'approche de la fin, il faut 90% de ma fortune ait disparu quelque part ». Donc, c'est des œuvres caritatives. Et comme il gagne trop et qu'il n'arrive pas à le dépenser, il lui a dit « Il faut que tu
scale, que tu produises plus de dépenses d'argent parce que je veux mourir pauvre, cet argent doit disparaître. Bon. Donc du coup, ça c'est quand même, ça fixe ces trucs pour les gens qui disent dans l'imaginaire français où réussir au-delà de 4 000 €, on est déjà un super milliardaire. Lui, il a dit mais cet argent ne m'intéresse pas. Et l'argent n'intéresse pas Musk. Pourquoi ? Parce que dès qu'il l'a eu chez PayPal, ses 140 millions, 3 semaines après, il n'avait plus un centime sur ce compte. Il avait tout réinvesti sur Tesla et trucs. L'argent n'est qu'un moyen pour aboutir à des choses, et notamment sur un projet intellectuel qui est la liberté d'expression. Et puis maintenant, il tombe sur des combats sur l'immigration, sur la gabegie, etc. Donc, on verra comment il tourne. Et puis, il est Asperger, donc il ne fonctionne pas comme vous et moi. Ce n'est pas un rentier. Donc, l'argent est une énergie qui doit tout le temps donc, bouger. je pense que ça va être intéressant de voir comment il va prendre les choses, ce qui servira de terrain d'expérimentation. Il y aura du bon, il y aura du moins bon, mais on pourra s'en servir comme expérience. Est-ce que c'est de l'argent qui peut servir à des zones qui sont complètement... qui sont complètement délaissés aux États-Unis. Là, il y a des endroits avec des usines. Alors, je me souviens plus exactement aux États-Unis. Vers Détroit, par exemple. Voilà, exactement. Détroit, qui était un super. Vous avez même réduit le périmètre de la ville. Une locomotive aux États-Unis et qui finalement aujourd'hui est complètement perdue, quoi. Ouais. Est-ce que c'est là qu'il peut aller justement investir son argent pour aller sauver un petit peu des territoires délaissés ? Alors, en fait, là, pour l'instant, on lui demande d'avoir un État qui est trop dépensier et de le rendre plus économe. Bon. Alors, si on me demandait à moi, qui n'ai pas le talent d'Elon Musk, je regarderais la carte des États-Unis comme la carte de France, je verrais qu'elle est rouge de partout, ce qui signifie que c'est un territoire de détresse, c'est un territoire d'inégalité sociale. C'est-à-dire toutes ces villes qui votent démocrates, etc., sont des villes riches. En fait, c'est un peu nos bobos. C'est-à-dire j'ai beaucoup d'argent, donc j'ai les moyens d'avoir de la conscience environnementale. Oui, mais moi, je crève à la fin du mois. Bon. Donc, pour avoir une volonté sociale, il faut en avoir les moyens, et puis il faut pouvoir se l'offrir. Ce n'est pas la préoccupation de quelqu'un qui gagne 6 ou 700 balles par mois, le changement climatique, même s'il devrait, mais il n'en a pas les moyens. Donc, du coup, je crois qu'on va lui demander de tailler dans le vif. Après, la question, effectivement, je trouve que c'est une super bonne question, est-ce que cet argent va être réutilisé pour revitaliser les territoires ? Ce que fait la Chine aujourd'hui, elle investit massivement dans les petites et les moyennes territoires, ce que nous, on abandonne. Et pendant ce temps-là, nous, on continue, même après le Covid, à supprimer des lits avec des gens qui font 80 km pour trouver un médecin. Il y a aussi une différence fondamentale entre la France et les États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, c'est un pays qui est libéral. Quand on voit Elon Musk qui supprime 6500 posts sur 8000 de Twitter aux États-Unis en envoyant parfois effectivement juste des mails de licenciement, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire en France. Donc il y a aussi une différence au niveau du droit du travail. Et donc un Elon Musk en France à ce poste-là serait beaucoup plus difficile, à moins d'agir un peu comme à l'époque Margaret Thatcher, casser les syndicats, etc. Mais je veux dire, ce serait plus envisageable de sa réussite aux États-Unis qu'en France, à cause de ce droit du travail, cette protection du droit du travail en France. Mais il y a aussi... Parti vers le micro. Pardon, je suis désolé, Louis, je vous ai coupé la parole. Je ne suis pas Donald Trump, mais on m'a coupé le sifflet. Non, pardon. J'ai envoyé le jingle un peu trop tôt. Mais il faut qu'on continue, il nous reste 10 minutes jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame. Le débat continue avec nos deux invités, Denis Jacquet et Antoine Fenech. On va parler de l'hiver social. En fait, c'est un petit peu le même sujet. Oui. C'est-à-dire, comment, si on entre dans un hiver social, parce que vous avez un cumul défaillé de PME, alors la colère des agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, mais... Au-delà de ça, c'est une année sombre pour les PME qui ne peuvent pas rembourser leur PGE, en particulier ce qui est arrivé après le Covid. C'est vous qui disiez d'ailleurs, Denis Jacquet, qu'aux États-Unis, ils pouvaient rembourser sur 30 ans, alors qu'en France, on doit le rembourser sur 5 ans. Et comme on a obligé les entrepreneurs, les petites entreprises à le rembourser sur 5 ans parce qu'on se disait au bout de peut-être de 5 ou 10 ans, elles ne vivront plus, elles ne pourront plus rembourser. On les oblige finalement à se mettre le couteau sous la gorge, alors qu'aux États-Unis, ils ont une conception du crédit qui est quand même beaucoup plus longue. Ils parient finalement sur l'avenir. De ce point de vue. Ouais, c'est-à-dire que quand vous avez une économie qui est moins sociale que la nôtre, en gros, la carte bleue remplace les systèmes sociaux. C'est-à-dire qu'une carte bleue rembourse la carte bleue d'avant, qui rembourse la carte bleue d'avant, etc. Donc c'est une espèce de fuite en avant qui crée une bulle de crédit qu'on connaît, qui est en trilliards de dollars aux États-Unis. Donc ça, c'est la façon de fonctionner de l'Américain, où tout est axé sur la consommation. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de filet de sécurité, je suis au chômage, je vais reprendre une carte de crédit, la carte de... Et en fait, alors on ne va pas se perdre dans les détails ce matin, mais il y a... En fait,
plus vous vous endettez et plus vous prouvez que vous arrivez à suivre à peu près votre endettement, et plus on vous permet de vous endetter plus. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit par être complètement déconnecté de vos revenus. Donc c'est vraiment un système... Moi, ça m'a pris vraiment une année, parce qu'avant, j'y allais régulièrement, mais pas tant que ça. J'ai mis 1 an à comprendre comment avoir ce qu'on appelle un credit score, c'est-à-dire la mesure de votre crédit qui vous permet d'avoir un emprunt, qui vous permet d'aller même prendre une carte dans un supermarché, etc. Parce que, en fait, je m'apercevais que les revenus, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir 100 millions sur votre compte. Si votre credit score n'est pas bon, on ne vous donne pas 1 centime. Par contre, vous pouvez être au SMIC, mais rembourser ces petits 30%, 40% qu'il faut tous les mois et de vous donner 300 cartes de crédit et être complètement surendetté, mais c'est pas grave, on continue à alimenter la pompe. Oui. Alors ça, c'est quand même un système, il faut arriver à entrer dedans et peut-être se dire qu'en France, nous, on fonctionne déjà complètement différemment, mais est-ce que ce serait une solution ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette année, on a 63 000 dépôts de bilan, c'est ce que dit la Banque de France, donc c'est 25% de plus que d'habitude, et ce qui est vraiment dommage, c'est que non seulement on paye à la fois les coûts de sauvetage pendant la crise Covid de toutes nos entreprises, donc ça a coûté des centaines de milliards d'euros, et en même temps, on se retrouve après avec... Donc, on a voulu sauver toutes ces entreprises, et de l'autre côté, on a maintenant ce dépôt de bilan en masse. Parce que beaucoup ne peuvent pas rembourser le plan. Voilà, et donc c'est double peine finalement. Première peine pour l'économie française qui s'est saignée et qu'on doit payer maintenant, qu'on doit rembourser. On voit bien les économies du budget, etc., les blocages qui sont en cours. Et de l'autre côté, toutes ces entreprises, donc une partie qui n'aurait pas forcément dû être sauvée, puisque on a voulu sauver tout le monde dans un effort de solidarité. Et finalement, aujourd'hui, voilà, c'est double peine pour l'économie française. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, les coûts de... en fait, c'est logique que les PME soient en crise aujourd'hui en France. Parce que vous regardez les coûts de l'énergie qui augmentent sans arrêt. Au-delà des coûts de l'inflation de l'alimentaire, vous avez 60% d'augmentation du gaz et de l'électricité entre 2020 et 2024. Imaginez une boucherie, une poissonnerie, une boulangerie qui ont des coûts fixes énormes d'électricité ou de gaz. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à surmonter ça sans répercuter le prix pour les clients ? Donc tout ça fait que vous avez un gros problème de faillite massive de PME. Mais ça, Denis Jacquet. C'est peut-être le plus gros scandale de la période Covid. Alors moi, quand j'ai écrit mon bouquin sur la gestion du Covid, c'était pas après la guerre, c'était en 2020, il est paru en 2021. Et sans jouer les Nostradamus, tout ce qui se passait 2 ans plus tard était dans ce bouquin. Donc je me suis quand même fait accuser de complotiste. Alors, moi qui suis absolument pas contre les vaccins et absolument pas contre... Je dis, mais vous êtes dans un pays de PME. Elles sont sous-capitalisées. Elles n'ont pas de trésorerie. Elles ne peuvent pas tenir à 3 mois. Vous fermez l'activité de tout un pays, mais vous les condamnez à mort. Non. On va leur donner des PGE. Ils vont pouvoir... Ah oui, mais alors quand elles vont se réveiller dans 2 ans, donc elles auront à payer le passé, le présent et à s'occuper de l'avenir. Aucune PME n'est équipée en France pour faire ça. Et aujourd'hui, quand je vois Attal, il y a quelques mois, pavaner sur les plateaux en disant « Mais cette crise du Covid, grâce à ça, on a sauvé les emplois. » Non, mon gars, tu les as tous tués. Et tu les as tous tués dans des territoires dans lesquels l'emploi ne repousse plus. Tu les as tués dans les petites et moyennes entreprises, dans les petits et moyens territoires dans lesquels, quand une entreprise disparaît, personne n'est là pour la reprendre, personne n'est là pour la recréer. Moi, je suis né en Basse-Normandie. Tous les emplois qui existaient quand je suis né, il n'y en a pas un seul qui a été recréé depuis. Le plus grand employeur de la ville, c'est qui ? C'est l'hôpital. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun espoir. Ils ont tué les entreprises et non seulement il y a 63 000, mais c'est 63 000 entreprises qui sont plutôt de plus de 100 salariés, celles qu'on a le moins, et qui ne passent même plus par la période du redressement judiciaire. C'était une espèce de période où on gèle vos créances, etc. Elles vont directement à la liquidation. C'est du jamais vu. C'est un des plus grands scandales dont on parle le moins. C'est le fruit de cette politique absolument furieuse de la France, du Canada, Nouvelle-Zélande, de l'Australie, sur cet enfermement du Covid, dont on voit maintenant, malheureusement, 2 ou 3 ans après, qu'elle était absolument pas justifiée. Le quoi qu'il en coûte, non, pour vous ? Le quoi qu'il en coûte, oui. On a oublié de nous donner, vous savez, petit astérix comme dans les contrats d'assurance, en disant, pas astérix, astérisque. 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 C'est-à-dire, oui, quoi qu'il en coûte à la nation, et quel que soit le désastre qu'on va créer sur le plus long terme, à nouveau,
le court terme seul compte, le long terme ne compte pas, mais à un moment donné, le long terme sera appel à vous. Et puis la France est un pays où il y a énormément de PME. C'est le poumon de l'économie française. Et quand vous regardez par exemple des villes comme Romans-sur-Isère, qui était la capitale de la chaussure, cette désindustrialisation qui gangrène notre économie depuis 50 ans, on a divisé par 2 notre économie. On était à 34% d'industrie, aujourd'hui 17%. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, le vrai sujet, évidemment, on l'a dit, la crise Covid a fait mal. Mais il faut aussi parler du coût du travail en France, qui est exorbitant. Pour une petite PME, vous avez un salaire qui est le double à payer pour l'employeur avec les cotisations patronales. Et donc finalement, on se dit, mais pourquoi on ne peut pas être compétitif avec les autres pays de l'Union européenne? Vous regardez par exemple un exemple concret, Saveol qui produit des tomates françaises. Et je les ai rencontrés la dernière fois. Ils m'ont dit, on a les moyens à partir du mois de mai de nourrir toute la France avec des tomates françaises. Et pourtant, on fait venir des tomates espagnoles. Pourquoi? Parce que le coût du travail est moins cher en Espagne. Et même avec le coût de l'importation et des transports, finalement, on est obligé de manger des tomates espagnoles. Et c'est bien dommage parce qu'on a les capacités de production, on a les éleveurs, les producteurs, les artisans. Et finalement, à cause du coût du travail qui est énorme en France, on fait appel à d'autres pays. Denis Jacquet, est-ce qu'il nous faudrait un Elon Musk français? Est-ce qu'il faudrait qu'on retrouve des Michelin, des Mulliers, ces gens-là, mais d'aujourd'hui, pour essayer de relancer un petit peu l'économie, le rêve français, c'est pas le rêve américain, mais... Je pense qu'en 2027, c'est peut-être la seule élection qui pourrait permettre une vraie naissance d'une candidature extérieure au monde politique. Et ce qui est indispensable aujourd'hui à ce pays, comme on le disait tout à l'heure, c'est que si on veut véritablement le réformer, on ne peut pas le réformer avec les gens de l'intérieur. Ils sont là pour protéger le système, pour protéger leurs intérêts. Ils ont maintenu les 500 signatures pour l'élection présidentielle. Pourquoi? C'est parce que, en tant qu'incompétent, on veut se protéger de gens qui sont compétents. Parce que ce serait dommage, ça se verrait. Bon. Donc du coup, on a organisé le système le plus antidémocratique qui soit, qui fait qu'un candidat comme Trump ou comme un autre qui voudrait se présenter en France avec le barrage des 500 signatures, ses chances de passer cette muraille sont extrêmement faibles. Mais la réalité, c'est que la France... Est-ce qu'il y en aurait un? En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la question que je vous pose, c'est de savoir si cet homme-là ou cette femme-là existe. Alors, sans parler de gens qui se rasent le matin, mais on est plusieurs à y penser. Oui. Aujourd'hui, on est plusieurs à y travailler depuis un certain nombre de mois en se disant il faut qu'il y en ait un ou une d'entre nous qui y aille, qui abandonne ses entreprises, qui abandonne sa vie, qui s'expose, parce que c'est aussi un combat extrêmement dangereux dans lequel tous les coups sont permis. Mais il faut qu'on y aille. Si on aime notre pays, même si on est parti à l'étranger comme moi, à un moment donné, on ne peut pas voir... Moi, ça fait partie des choses auxquelles je pense depuis très longtemps. Mais un nouvel entrant qui ne soit pas parmi les grands patrons du CAC 40, un nouvel entrant? Non, parce que je ne pense pas que ce soit un patron du CAC 40 la solution. D'abord parce que ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des salariés. Alors moi, je n'ai rien contre les salariés, mais finalement, ils n'ont pas créé l'entreprise. Ils la gèrent. C'est 2 profils très différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand votre vie est en jeu, comme le pays est en jeu, vous avez cette notion de l'urgence. Un grand patron, avec toutes ses qualités, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup et dont je suis très proche, c'est des gens qui pourraient être de magnifiques ministres de l'économie, de magnifiques ministères des Affaires étrangères, mais pas forcément un bon président. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de décrire le Macron de 2017, là? Mais Macron de 2017, le problème, c'est que Mme Macron n'est pas un chef d'entreprise. Oui, non, mais en fait, toute la déception, elle est liée à quoi? C'est au fait que quand on travaillait avec lui avant qu'il soit élu, il comprenait tous les sujets, il avait les bonnes solutions et les bonnes propositions. Donc d'où la déception aujourd'hui de se dire, mais... Et surtout, quand on pense que l'avenir est lié à l'investissement technologique et qu'on n'a rien fait en Europe, qu'on n'a rien fait en France et qu'on va décliner à cause de ça, on se dit, mais où il est parti? Le Macron d'hier n'est plus celui qu'on a aujourd'hui. Il est parti dans une fusée SpaceX quelque part. Il est parti très loin. Il fait des discours, ça prend du temps. Et moi, je pense que la solution pourrait émerger d'une entreprise, une UTI, 1000 salariés par exemple, familiale. Je pense que c'est important, les entreprises familiales en France qui ne sont pas assez mises en avant. Il faut regarder en Italie. J'ai lu hier que l'Italie était le 4e pays exportateur au monde qui arrive à se passer de l'Allemagne, etc. Et elle est préserver son industrie textile. Exactement. Comme quoi c'est possible. Et vous vous baladez dans le nord de l'Italie en voiture, vous avez des usines de partout. C'est une économie qui fonctionne. Et pourtant, on est dans l'Union européenne, c'est notre voisin. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire?
Pourquoi on a un déficit commercial de 20 milliards d'euros alors qu'on a le luxe, le cosmétique, le spatial, l'aéronautique, la gastronomie, on exporte du vin, des spiritueux. Tout ça s'exporte, hein. Bien Tout ce que vous citez, ça s'exporte. Donc il faut se servir de ça, et je pense qu'une personnalité de la société civile, une entreprise familiale, une ETI, avec du bon sens et des bonnes décisions, à mon avis, pourrait aider la France à se redresser économiquement. Eh bien, on verra si on met un nom sur un visage un jour. Peut-être Denis Jacquet, je le sens motivé là, Denis Jacquet. Avant 2027, ça va venir vite quand même. C'est désespérant, on se dit, on s'en fout, on vit loin, ou au contraire, on y va. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Fenech, Denis Jacquet, d'avoir été avec nous. Merci Louis Dauphren d'être fidèle au rendez-vous chaque jour sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci Cécile Mérieux pour les infos depuis ce matin 6h30. Merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. On se retrouve demain matin.